Avant de prendre votre témoignage, Monsieur le Ministre, on va un petit peu sonder la salle, déjà voir un petit peu ce que pensent nos participants, des actions concrètes qui pourraient être mises en place pour faire évoluer le modèle économique des transports publics. Donc je vous réinvite à vous connecter sur l'application et à mettre effectivement la réponse, elle va apparaître dans pas longtemps. Bon, dans tous les cas, le QR code est sur votre badge, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez aussi poser des questions en direct à nos intervenants, n'hésitez pas, pour qu'on puisse effectivement avoir un débat le plus interactif possible. Donc je le rappelle, aujourd'hui, quelle action concrète selon vous permettrait de faire évoluer le modèle économique des transports publics? On a plusieurs réponses possibles: allonger la durée des marchés et des DSP, mettre en place le versement en mobilité régionale de façon effective, augmenter la contribution des usagers, créer des financements CE pour le développement des cars express ou flécher des ressources des quotas carbone vers les AOM. Alors, qu'est-ce qu'on a? On le voit derrière nous. Alors, je vais le mettre. En fait, je me tords depuis tout à l'heure, alors qu'en fait, c'est juste devant nous. Allonger la durée des marchés publics et DSP. Je sais que c'est une demande qui est régulièrement à de nombreux congrès faits auprès de des AOM. Et flécher un petit peu, mais effectivement, on est quand même à 52% sur allonger la durée des marchés publics et DSP auprès de la profession. On a des idées un peu plus claires sur ce que les professionnels du secteur attendent. Est-ce que c'est conforme à ce qu'ont proposé les acteurs de la conférence Ambition France Transport? C'est ce qu'on va voir avec vous, Dominique Bussereau. Vous voulez que... Oui, effectivement. Alors, il y a 52%, je vais relire les résultats. 53% sont pour allonger la durée des marchés publics et DSP. Vous avez 19% qui sont pour 18% qui sont pour flécher. Arrêtez de voter. Flécher. Attends, je vais pas y arriver. Entre 19 et 18% qui sont... Vous m'embêtez, vous faites exprès. Pour flécher les ressources des quotas carbone vers les AOM, vous avez 11% sur mettre en place le versement en mobilité régionale, 8% sur créer des financements CE pour le développement des cars express et 7% pour augmenter la contribution des usagers. On en reparlera lors de la prochaine table ronde aussi. Mais, monsieur le Président, monsieur le Ministre, vous avez présidé cette conférence qui a réuni donc ces derniers mois l'ensemble des acteurs de la mobilité pour repenser le modèle économique et de financement du secteur. On va revenir avec vous sur les constats, les pistes qui ont émergé et les suites de ces travaux, ce qu'on attend aussi beaucoup. Première question, vous avez auditionné l'ensemble des acteurs publics et privés. Si vous deviez résumer déjà le diagnostic, pourquoi on a besoin de repenser ce modèle économique qui existe depuis longtemps maintenant? Merci Vanessa pour cette question. Merci à Jean-Sébastien et à vous tous. Et merci à toutes celles et ceux d'entre vous de la FNTV qui ont participé de manière très active à la conférence Ambition France Transport et qui ont apporté leurs idées. Alors, pardonnez-moi si je commets des lapsus, etc. Je descends de l'avion de 16 heures de vol nocturne. Et donc, il est possible que ça, plus le décalage, me fasse dire quelques bêtises. Vous voudrez bien me le pardonner. On a essayé de réfléchir, et je pense que le ministre Philippe Tabarot vous en a parlé ce matin, comment on pouvait à long terme financer les transports. Alors, financer les transports, ça veut dire financer les infrastructures, en l'occurrence pour la FNTV, naturellement, le financement du réseau routier, qui est encore un petit peu national, beaucoup communal et principalement départemental. Comment on pouvait affecter, comme l'a dit tout à l'heure Carole Delga, certaines ressources issues du transport au transport. Je pense à cette taxe stupide sur les billets d'avion du PLF de l'an passé, mais il y en a bien d'autres. Il y a les ETS qui vont arriver, etc. Donc comment on peut aller là et comment aussi on peut mieux faire contribuer les clients. Ça a été quand même très très noté dans la conférence. On voit bien que quand on améliore l'offre, on a plus de clients. On le voit bien avec quand la RATP a été un peu reprise en main après le Covid. On a fait revenir les clients par une reprise en main des fréquences et de la qualité du service. Mais aussi, on paye trop peu.
Quand on monte dans un TER, on paye 15-20% à peine de ce que ça coûte au contribuable régional. Quand on monte dans un bus, dans une AOM, Louis Nègre nous le rappelle souvent, on paye une somme tout à fait ridicule par rapport au coût réel de la prestation. On fait payer après, bien sûr, le contribuable et les entreprises. Donc, il y a là des pistes de financement. Et puis celle qu'a évoquée tout à l'heure Carole, qui est, mais elle est à l'échéance 2026-2031, de rééquilibrer le financement des autoroutes. C'est parti d'une manière absurde en 2005 dans une situation qui fait qu'aujourd'hui, l'État ne récupère pas assez du réseau autoroutier. Et ce que nous souhaitons récupérer après cette date, ça doit aller naturellement au transport, à toutes les formes de transport, et le transport routier en est une, de voyageurs en est une, bien évidemment. Et d'ailleurs, vous dites souvent, au lieu de créer déjà de nouvelles taxes, etc., il faut déjà utiliser celle existante. Quel levier on a aujourd'hui ? Il y a les leviers que je viens de citer, la meilleure participation des clients. Alors, je préfère le terme client au terme usager. J'aime pas beaucoup le terme usager, qui est un terme passif. On est client parce que quand même on met un peu d'argent de sa poche, même si c'est souvent le contribuable ou l'entreprise. Donc mieux faire payer le client, ça c'est très clair. Et aussi, peut-être faut-il revenir à certaines formes. Alors j'espère que je ne vais pas vous faire bondir et me faire virer de la salle par pertes et fracas, d'écotaxe. Je ne parle pas. Si la fameuse écotaxe que nous avions créée avec Jean-Louis Borloo et Nathalie Kosciusko-Morizet avait été maintenue, on n'aurait pas eu besoin de faire une conférence sur le financement des transports. À titre de comparaison, la LKW Maut, qui est l'écotaxe allemande, mais il y en a dans tous les pays européens qui nous entourent, rapporte 8 milliards par an. C'est exactement ce que nous souhaiterions avoir pour la résilience, l'entretien des réseaux, l'amélioration, la modernisation. Donc comme ça ne sera plus, parce que tous les gouvernements, quand ils existent et qui durent quelques journées, tous les gouvernements auront la trouille de le faire, parlons clairement, mais ça peut se faire localement. Par exemple, la région Grand Est voit tous les camions sur l'autoroute de la rive gauche du Rhin, qui est une des rares autoroutes gratuites en France, tous les camions hollandais, suisses, allemands, italiens, passer sur la rive gauche du Rhin pour pas payer la LKW Maut sur la rive droite. La région Grand Est, en l'occurrence c'est plus exactement la communauté européenne d'Alsace, c'est-à-dire la fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, envisage une écotaxe pour les poids lourds sur cet axe. Il y a aussi dans la région Grand Est, alors là c'est la région elle-même qui est aux commandes, un secteur de congestion qui est le secteur autour de la frontière luxembourgeoise et allemande, avec des déplacements tous les jours de Français qui vont travailler en particulier au Luxembourg. Et là, c'est la région Grand Est qui envisage elle aussi. Donc je pense de faire quelque chose. Donc je pense qu'on aura dans les années à venir, mais il faudra que ça soit organisé, pensé, un certain nombre de taxes spécifiques sur les poids lourds. Alors certains disent prenons que les étrangers, sauf qu'on peut pas. Les règles de l'Union européenne font que tout poids lourd qui passe sur ces routes, même s'il est français, devra payer malheureusement une forme d'écotaxe. Donc on aura des ressources de ci, de là. Il faudra quand même que l'État reste maître du jeu pour faire en sorte que ce soit compréhensible pour les transporteurs routiers et pour les entreprises. Donc là, c'est le moment où je suis très contente d'animer le congrès de la FNTV et pas de la FNTR. Oui, mais je dirais la même chose. Je vais bientôt à l'OTRE. Je leur dirai, d'autant plus que c'est moi qui les ai reconnus à l'époque comme ministre, parce qu'aucun gouvernement ne voulait les reconnaître depuis qu'ils existaient. Donc j'attends les Orions pour le congrès de l'ORT. Oui, je pense que ça, voilà, vous me raconterez. D'ailleurs, en parlant justement des Orions, vous avez eu autour de la table des acteurs avec des intérêts parfois divergents, des positions diverses et variées. Est-ce que vous avez réussi à mettre les gens d'accord ? Est-ce que vous avez réussi à trouver une feuille de route ? Écoutez, c'était Vanessa, c'était formidable. Moi, je veux les coulisses. On avait les 80-90 grands décideurs du transport en France, de la SNCF au secteur, aux canaux, au transport routier, de voyageurs, de marchandises. On avait les régions, les départements, les communes, les intercos. Et on leur avait donné à peine 2 mois. 2 mois pour aboutir à des propositions qui ont pour but de donner une vision sur une dizaine d'années, une quinzaine d'années du secteur des transports. D'abord, les gens se sont parlé.
Ils sont entendus. Quand ils se sont engueulés, ils ont réussi ensuite à se mettre d'accord. Il y a même encore, puisque vous voulez les coulisses, un groupe de travail, celui sur le transport de fret, qui continue de travailler alors que la conférence est terminée depuis le 9 juillet, continue de se rencontrer, de se voir, avec les parlementaires, sénateurs et députés qui avaient été désignés par leurs assemblées. Et moi, petite expérience, on verra ce que ça devient. Philippe Tabarot, il vous l'a certainement dit ce matin, a envie de faire une loi cadre. Une loi cadre. Alors, il faut que ça soit maintenant compatible avec un calendrier parlementaire qui prend beaucoup de retard et qui devient très difficile, une situation politique bouleversante et bouleversée. Mais si cette loi cadre se fait, elle sera véritablement l'enfant de la conférence, parce que en matière de transport, on ne peut faire que du pluriannuel. J'ai été ministre du budget, je sais que Bercy déteste le pluriannuel, il est obligé d'accepter la défense vu l'état du monde, mais c'est à peu près tout ce qu'il accepte. Mais en matière de transport et d'infrastructure, en particulier de transport, il est nécessaire et absolument indispensable de faire une programmation pluriannuelle. Et il restera, je pense, un état d'esprit comme ce que j'ai connu il y a une dizaine d'années avec le Grenelle de l'environnement. Grenelle de l'environnement, est arrivé François Hollande, un certain nombre de conclusions du Grenelle de l'environnement n'ont pas été suivies par la nouvelle majorité et le nouveau gouvernement et le nouveau président, mais il y a un état d'esprit Grenelle de l'environnement dans beaucoup d'actions concrètes de la vie quotidienne des Français qui est resté, et j'espère que la conférence Ambition France Transport permettra d'avoir un état d'esprit qui fasse dire aux Français le transport, c'est très important. Cohésion territoriale, cohésion sociale, cohésion d'aménagement du territoire. Voilà, tout ça, c'est le transport. Et si on veut faire de l'écologie, c'est aussi par la transition énergétique et donc par l'amélioration des politiques de transport. Donc le transport, c'est la clé, une des clés de voûte du bon fonctionnement de la société française. Ça, c'est un message important que je pense tout le monde partage ici, pour le coup. Nous, on est vraiment sur une partie très spécifique du transport, puisqu'effectivement, on est sur du transport en grande partie aussi conventionné, donc dépendant beaucoup des dépenses publiques, en particulier locales, et en particulier du coup des acteurs qui souffrent de baisse de budget. Et donc l'importance de revoir ce modèle économique est d'autant plus important dans le secteur du transport routier de voyageurs. Est-ce que sur cette partie plus axée TRV, on a réussi à avoir, alors on en reparlera un peu plus dans le détail dans la table ronde qui suit votre intervention, mais est-ce que vous avez identifié effectivement des leviers? Quels seraient selon vous les leviers les plus pertinents et les plus crédibles? Selon vous, pas forcément... Les leviers les plus pertinents, on va prendre par niveau de collectivité. Les régions, on leur demande un effort considérable sur le transport ferroviaire. Qu'elles font en achetant du matériel, qu'elles font en augmentant l'offre. Par exemple, la région Grand Est a créé 600 TER supplémentaires, ce qui fait que Strasbourg est devenue la gare française la plus importante après les gares parisiennes, devant la gare de Lyon-Pardieu. Donc les régions leur demandent beaucoup, et aussi de rénover un réseau ancien. Madame Delga, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, a réouvert une ligne entre Bagnères et Luchon. Transdev, je vois notre ami Mallet qui est là, Transdev avec NGE, va refaire une ligne et l'exploiter ensuite dans la région Grand Est, entre Nancy et Contrexéville. Donc les régions, elles font déjà beaucoup pour les transports, et elles vont souffrir du projet de loi de finances. Enfin, s'il est voté en l'état, à mon avis, il ne le sera pas, mais s'il était voté en l'état, il y a une baisse assez importante de ressources à prévoir dans les compensations de l'État pour les régions. Côté département, c'est là où c'est très ennuyeux. Parce que les départements, leur principale ressource ces dernières années, c'est ce qu'on appelait les droits de mutation, les DMTO, qu'on appelle les frais de notaire. Vous achetez une maison, un appartement, on dit vous avez les frais de notaire, en réalité, c'est une taxe dont une grande partie va au département. Ça s'est écroulé avec le marché immobilier. Donc les départements sont en grande difficulté. Il y a un département cette semaine qui a été obligé de voter un budget en déséquilibre, qui est le département de la Gironde, mais il y en a à peu près 30 à 40% qui sont à peu près dans la même situation. Et malheureusement, et les transporteurs qui sont là le savent, la variable d'ajustement, c'est le budget d'investissement et c'est le budget routier. Et ça, c'est très embêtant parce que c'est la première fois cette année, dans les budgets des départements, que le budget des routes a baissé. Et comme les départements subventionnent les petites communes
qui ont des problèmes aussi pour le réseau routier. Il faut savoir que la quasi-totalité des ponts en France ont été détruits pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'il faut à peu près tous les revoir, pour certains complètement, ou les reconstruire dans les années à venir. Donc les départements vont moins financer aussi les communes. Donc il faut attendre un peu, hein, alors pas 2027, comme disait le président de la CPME, mais il faut que la situation financière des collectivités se stabilise et il faut aussi qu'elle fasse payer le coût un peu plus cher. Moi, j'aime beaucoup Carole Delga, mais le truc à 1 euro, le TER à 1 euro, c'est sympa, c'est joli. Politiquement, c'est certainement très, très favorable. Je ne suis pas sûr que ça soit très économique en termes de bonne gestion. Justement, sur ça, on a une question de la salle, une question SMS. Pourquoi ne pas préciser aux usagers des transports publics le coût réel des outils qu'ils utilisent ? Écoutez, j'ai vu l'autre jour à la télévision une commune qui, sur tous ses équipements, mettait ce que ça coûtait réellement. Que coûtait réellement la crèche par rapport au prix que donnent les parents. Ce que coûtait réellement le stade ou le dojo. On pourrait faire la même chose. Mais je pense qu'on a atteint le maximum de ce qu'on peut demander par le versement mobilité aux entreprises. Nous avons proposé, et la FNTV le sait bien, dans cette conférence, nous avons proposé de déplafonner le versement mobilité, c'est-à-dire que une collectivité, une interco, une AO, une autorité organisatrice qui veut la gratuité, il faut qu'elle le paye, il faut qu'elle le paye et elle ne fasse pas payer aux entreprises. Donc déplafonner pour donner de la souplesse aux AO, mais pas pour faire de la gratuité qui pour moi est une erreur absolue. Je respecte les collègues élus qui font la gratuité de leur réseau, mais très franchement, si on veut entretenir, développer, améliorer le service, avoir la clim, le Wi-Fi, enfin tout qui fait qu'on ait envie de prendre le transport public plutôt que la voiture individuelle, il faut de l'argent et il faut que le client en paye une partie et accepte d'en payer une partie, quitte à faire une tarification sociale, comme le font déjà certaines grandes autorités organisatrices, étudiants, personnes âgées, et pas d'ailleurs en fonction de l'âge ou du niveau d'études, en fonction de la richesse. Un étudiant pauvre, moins d'argent qu'un étudiant aisé. Une personne qui a 10 000 euros de retraite par mois, beaucoup plus qu'une personne qui en a 1000. Donc qu'on fasse une tarification sociale, mais qu'on fasse payer un peu plus ceux qui profitent du transport. Merci beaucoup pour cette réponse. Juste si on devait finir en un seul mot, votre conclusion, votre mot sur l'état d'esprit de la conférence, qu'est-ce que vous nous diriez ? Écoutez, ça va dépendre beaucoup de la situation politique. Hein. On est tous un peu abasourdis par ce qui se passe actuellement dans notre pays. Moi qui ai été 20 ans parlementaire, près de 10 ans au gouvernement, j'avais cru voir des vertes et des pas mûres. Là, je découvre des films que je ne pensais pas voir projetés. Tout dépendra de la capacité. Il y aura une loi cadre. Hein. Ça, je crois que Philippe Tabarot la fera, elle est prête, il a fait travailler toutes ses troupes pendant l'été là-dessus. Issu de la conférence. Issu de la conférence, il y aura une loi cadre. Il faudra aller plus loin et en tout cas vraiment dire dans les gouvernements que la politique des transports pour les gouvernements de la France et pour les collectivités, c'est une politique qui est une priorité absolue. Et cette conférence, c'était les transports, c'est une priorité absolue pour notre pays, c'est notre vie quotidienne qui en dépend, c'est toutes les entreprises qui y participent, qu'elles soient publiques, privées, petites, moyennes ou grandes, et c'est véritablement un domaine dans lequel il faut aller beaucoup plus loin en termes de financement. Voilà, sans quoi vous ne serez pas contredit par les membres de cette salle. Merci beaucoup, Dominique Bussereau. Merci d'avoir été avec nous malgré votre décalage horaire.